La première était une violence fondatrice. C'est elle qui posait et autorisait non seulement le droit de conquête, mais toutes les autres prérogatives qui découlaient de celui-ci. Elle avait à ce titre une fonction instituante, et ceci pour au moins deux raisons. D'un côté, elle contribuait à créer ce sur quoi elle s'exerçait. On peut dire que par là même elle se présupposait. De l'autre, elle se considérait comme la seule puissance jugeante de ses lois. D'où son unilatéralité. D'autant plus que, pour reprendre la formule de Hegel, pour sa capacité à prendre sur soi l'acte de détruire, son droit suprême était simultanément le suprême déni de droit. Une deuxième figure de la violence était produite avant et après coup, ou encore dans la foulée de la conquête. Elle était de l'ordre de la légitimation, ainsi que le rappelle Derrida, traitant d'autre chose, sa fonction était de fournir un langage et des modèles auto-interprétatifs à l'ordre colonial, de lui donner sens, d'en justifier la nécessité et la mission universalisante, bref, de l'aider à produire une capacité imaginaire dont l'effet était de convertir la violence fondatrice en autorité autorisante. La troisième forme devait en assurer le maintien, la multiplication et la permanence. Se situant nettement en deçà de la guerre proprement dite, elle se répétait constamment dans les situations les plus banales et les plus ordinaires. Elle se cristallisait ensuite dans une sédimentation d'innombrables actes et rites, bref, elle jouait un rôle si important dans la vie quotidienne qu'elle finissait par constituer comme l'imaginaire central d'une culture que l'État partageait avec la société. Elle avait donc une fonction de ratification et de réitération. Or, il n'y avait de souveraineté coloniale que là où ces trois figures de la violence s'agençaient. Elles formaient dans ce cas une seule et même trame. Immédiatement tangible, cette violence singulière donnait aux indigènes une vue sur eux-mêmes en proportion de la puissance dont elle les avait dépourvus. Sa propriété était de se décliner à la fois en tant qu'autorité et en tant que moralité. Autorité et moralité pour deux raisons. D'abord parce qu'elle venait s'abolir toute distinction entre fin et moyen. Selon les circonstances en effet, cette souveraine violence était sa propre fin et sa propre modalité d'application. Ensuite, à cause de la permutation quasi indéfinie qu'elle instaurait ce faisant entre le juste et l'injuste, le droit et le non-droit. Ainsi, au regard de la souveraineté coloniale, le droit se situait d'un côté. Il était saisi dans l'occurrence même de l'acte. En face d'elle, il ne pouvait avoir que tort et infraction. Étaient sauvages et hors la loi tous ceux qui ne reconnaissaient pas cette violence comme autorité et contestaient ses protocoles. La combinaison de cette force d'indistinction et de ce pouvoir de disqualification faisait que le commandement ne se posait guère de questions au sujet de ses buts, puisqu'il était l'instance même qui les justifiait. C'est la raison pour laquelle, dans la mise en œuvre de ses projets, l'État colonial n'excluait ni l'exercice de la force brute contre l'indigène, ni la destruction des formes d'organisation sociale qui lui préexistaient, ni même leur récupération à des fins autres que celles pour lesquelles elles furent autrefois ordonnées. Injustice des moyens et illégitimité des fins conspiraient pour faire place à une sorte d'arbitraire, d'inconditionnalité intrinsèque dont on peut dire qu'ils furent le propre de la souveraineté coloniale. Les formes étatiques postcoloniales ont hérité de cette inconditionnalité et du régime d'impunité qui en était le corollaire. Comment expliquer cette inconditionnalité et cette impunité, sinon en revenant à ce qui constitua longtemps le credo du pouvoir en colonie? Deux traditions doivent être distinguées à cet effet. L'une et l'autre, elles s'accordaient une place centrale à une représentation du colonisé qui faisait de ce dernier le prototype même de l'animal. Il y avait d'un côté ce que nous désignons la tradition hegelienne, aux yeux de laquelle le colonisé assujetti au pouvoir et à l'État
ne saurait être un autre moi-même, en tant qu'animal, il m'est rigoureusement étranger. Sa façon de percevoir le monde, bref, sa façon d'être n'est pas la mienne. L'on ne peut discerner en lui aucun pouvoir de se transcender. Encapsulé en lui-même, il est un faisceau de pulsions, mais pas de capacité. Dans ces conditions, le seul rapport possible avec lui est un rapport de violence, de servitude et de domination. Au cœur de ce rapport, le colonisé ne peut être envisagé que comme la propriété et la chose du pouvoir. Il est un outil subordonné à celui qui, l'ayant fabriqué, l'emploie et peut le modifier à son gré. À ce titre, il appartient à la sphère des objets. On peut les détruire de la même manière qu'on peut tuer un animal, le découper, le cuire et au besoin le manger. C'est dans cette mesure qu'en colonie, le corps du colonisé est dans sa profanité assimilé au reste des choses. De fait, n'étant qu'un corps chose, il n'est le substrat ni l'affirmation d'aucun esprit. Quant à la mort du colonisé, peu importe qu'elle advienne sous le signe du suicide, de l'homicide, ou qu'elle lui soit infligée par le pouvoir. Strictement parlant, elle n'est absolument pas en connexion avec un quelconque travail que celui-ci aurait mené pour l'universel. Son cadavre reste posé sur terre dans une sorte de rigidité inébranlable, masse matérielle et simple objet inerte, condamné dans la position de ce qui est là pour rien. Il y avait par ailleurs une tradition que l'on pourrait appeler bergsonienne. Elle reposait sur l'idée selon laquelle, tout comme avec l'animal, on peut sympathiser avec le colonisé, voire l'aimer. Ainsi, est-on triste lorsqu'il meurt, puisqu'il appartenait, jusqu'à un certain point, au monde familier. L'affection pour le colonisé peut également s'extérioriser en gestes. En retour, le colonisé doit rendre à son maître la même affection que ce dernier lui donne. Mais au-delà des gestes, l'affection du maître pour l'animal doit surtout se donner à sentir comme une force intérieure devant régir l'animal. Dans la tradition bergsonienne du colonialisme, le rapport de familiarité et de domestication ne se substitue pas au rapport de servitude. Il en est la condition. À travers le rapport de domestication, le maître conduit la bête à une expérience telle qu'au bout du compte, l'animal, tout en restant qui il est, c'est-à-dire autre que l'homme, entre néanmoins et réellement dans le monde pour son maître. L'entrée du colonisé dans le monde pour son maître n'est possible qu'au terme d'un processus de dressage. Le colon peut inculquer des habitudes au colonisé, lui faire violence au besoin, lui parler comme à un enfant, lui faire des réprimandes, le féliciter. Mais par-dessus tout, le colonisé, tout comme l'animal, est un objet d'expérimentation au sein d'un jeu que le colon se joue à lui-même. Conscient qu'il est, du fait qu'il n'existe, entre lui et le colonisé, aucune communauté d'essence. Nous ne vivons pas avec eux, si vivre veut dire être à la manière de l'animal. Néanmoins, nous sommes avec eux. Cet être ensemble n'est cependant pas exister ensemble, dans la mesure où un chien n'existe pas, mais ne fait que vivre. Cet être ensemble, avec les animaux, est tel que nous laissons ces animaux se mouvoir dans notre monde, rappelle Heidegger. Dans ces conditions, commander un animal, l'esclave ou le colonisé, c'est jouer au jeu qui consiste à tenter de le sortir de l'encerclement, tout en sachant très bien que ce cercle n'est cependant jamais réduit, puisque le dressage et la domestication se tiennent presque toujours dans la propriété pulsionnelle de l'animal. En d'autres termes, c'est jouer à ce jeu tout en étant conscient du fait que l'animal, le colonisé, a beau faire partie du monde familier, il a beau avoir des besoins, faim, soif, copulation, il ne peut jamais vraiment accéder à la sphère de la possibilité humaine. En raison de la vie qui est la sienne, il appartient en effet à la sphère de ces formes du vivant, dont le propre est de rester à jamais enfermé dans la virtualité et dans la contingence.